Et si, dans 20 ans, la France devenait la nation la plus pauvre d'Europe? Cette question, aussi provocatrice qu'inquiétante, mérite d'être posée tant les signes annonciateurs se multiplient. Imaginons un instant. Paris, autrefois la ville lumière, se retrouve à la traîne derrière Athènes, Sofia ou Bucarest. Les Champs-Élysées désertés, les vitrines fermées, les files d'attente devant les soupes populaires. Un scénario de science-fiction. Pas tant que cela, si l'on regarde l'histoire en face. Car derrière cette hypothèse choc, il y a une réalité. La prophétie de Patrice Lumumba, leader visionnaire du Congo, assassiné en 61 pour avoir osé rêver d'une Afrique libre. Sa phrase « Sans l'Afrique, il n'y a pas de France », longtemps reléguée au rang de slogan militant, prend aujourd'hui une dimension prophétique. Lumumba n'était pas seul à le penser. Des intellectuels africains comme Cheikh Anta Diop ou Thomas Sankara avaient eux aussi compris que la prospérité de la France reposait en grande partie sur le pillage systématique du continent africain. Pourquoi ce lien reste-t-il si fort? Pour répondre, il faut remonter au XIXe siècle, au moment où la France, comme ses voisins européens, se lance dans la course au partage de l'Afrique. L'année 1885, c'est la fameuse conférence de Berlin. Les puissances occidentales se partagent le continent noir comme un gâteau, sans jamais consulter les peuples concernés. Pour la France, c'est le début d'un empire qui va s'étendre de Dakar à Djibouti, de Casablanca à Madagascar. Pendant près d'un siècle, Paris impose sa loi. Exploitation du caoutchouc au Congo, de l'arachide au Sénégal, du coton au Tchad, du phosphate au Maroc. Les administrateurs coloniaux, appuyés par l'armée, imposent des corvées, collectent les impôts, forcent les paysans à cultiver ce que l'Europe exige. Des millions d'hommes et de femmes sont arrachés à leurs terres, leur culture bouleversée. Le Code de l'indigénat, instauré en 1901, fait des Africains des citoyens de seconde zone, sans droit, soumis à l'arbitraire des autorités françaises. Mais la domination ne s'arrête pas à l'économie. La France veut aussi transformer les esprits. C'est la politique d'assimilation qui impose la langue française, interdit les langues locales, oblige même à porter des prénoms français pour pouvoir aller à l'école. On efface les mémoires, on impose l'histoire de France, on vante la mission civilisatrice, tout en maintenant la ségrégation dans les villes coloniales. À Dakar, par exemple, les quartiers européens sont séparés des quartiers africains par des murs invisibles mais infranchissables. L'après-guerre change la donne. Les mouvements nationalistes se multiplient, Sékou Touré en Guinée, Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Modibo Keïta au Mali. La France, affaiblie par la Seconde Guerre mondiale, ne peut plus contenir la vague des indépendances. Mais elle va inventer un système inédit pour garder la main sur ses anciennes colonies, la France-Afrique. La France-Afrique, c'est un réseau complexe d'accords secrets, de coopérants, d'officiers, d'hommes d'affaires, qui permet à Paris de continuer à contrôler les richesses africaines sans avoir à administrer directement les territoires. Un exemple frappant, le fameux franc CFA, créé en 1945. Officiellement, il s'agit d'une monnaie commune, stable, garantie par la Banque de France. En réalité, c'est un outil de domination redoutable. Pour chaque franc CFA imprimé, une partie des réserves de change des pays africains doit être déposée dans les coffres de la Banque de France. Cela signifie que dès qu'un pays du Sahel veut investir, construire une école ou un hôpital, il doit demander l'autorisation à Paris. Prenons un cas concret. Le Niger, qui détient parmi les plus importantes réserves d'uranium du monde. Pendant des décennies, cet uranium a alimenté les centrales nucléaires françaises, fournissant jusqu'à 40% de l'électricité de l'Hexagone. Pourtant, dans les villages autour des mines d'Arlit, la pauvreté règne. Routes défoncées, écoles en ruine, maladies liées à la radioactivité. Les contrats signés avec Areva, devenu Orano, étaient si déséquilibrés que le Niger ne touchait qu'une fraction de la valeur réelle de son uranium. Un exemple saisissant de ce que l'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla appelle l'échange inégal. Ce système n'est pas unique au Niger. Au Mali, l'or extrait par des sociétés étrangères rapporte des milliards chaque année,
mais la majorité de la population vit avec moins de 2 euros par jour. En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, les paysans n'ont souvent même pas les moyens d'acheter une tablette de chocolat. Le paradoxe est cruel. L'Afrique nourrit le monde, mais reste affamée. La France, de son côté, s'est habituée à cette rente invisible. Les matières premières africaines alimentent ses usines, ses hôpitaux, ses écoles. Les grandes fortunes françaises, de Vincent Bolloré à Bernard Arnault, ont bâti des empires en Afrique. Même les services secrets, comme le fameux service de documentation extérieure et de contre-espionnage, SDECE, ont longtemps fait et défait les régimes africains pour protéger les intérêts hexagonaux. Ce fut le cas lors du coup d'État contre le président Sylvanus Olympio au Togo en 1963 ou contre Thomas Sankara au Burkina Faso en 1987. Pourtant, l'histoire montre que ce genre de domination n'est jamais éternel. L'Empire espagnol, qui régnait sur l'Amérique latine au XVIe siècle, a fini par s'effondrer sous les coups de la révolte. L'Empire britannique, qui couvrait près du quart de la planète, s'est effrité après la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois, le même schéma, une puissance qui croit pouvoir exploiter un continent indéfiniment, jusqu'à ce que la résistance des peuples, la montée des consciences et les changements géopolitiques imposent une rupture. Aujourd'hui, c'est cette rupture qui secoue la France. Depuis 2020, une vague de soulèvements traverse le Sahel. Au Mali, le colonel Assimi Goïta prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État populaire. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à moins de 35 ans, incarne le renouveau. Au Niger, le général Abdourahmane Tiani met fin à la tutelle française. Partout, le même mot d'ordre. Plus de bases militaires étrangères, plus de pillages, plus de francs CFA. Ces changements ne sont pas que rhétoriques. En septembre 2023, les autorités nigériennes annoncent la rupture de tous les accords militaires avec la France. Les bases de Niamey sont évacuées, les drapeaux tricolores brûlés lors de manifestations massives. Au Burkina Faso, le gouvernement expulse les forces spéciales françaises et lance un audit de tous les contrats miniers. Au Mali, une nouvelle monnaie est à l'étude, tandis que les alliances se tissent avec d'autres partenaires, notamment la Russie et la Chine. Ce basculement a des conséquences immédiates pour la France. L'approvisionnement en uranium se grippe, provoquant une envolée des prix de l'électricité. Selon une étude du cabinet Rystad Energy, la fermeture des mines nigériennes pourrait faire grimper la facture énergétique des ménages français de 20 à 30% en 3 ans. Les industries, déjà fragilisées par la concurrence internationale, voient leurs coûts exploser. Renault, Peugeot, Airbus, tous dépendent, à des degrés divers, des matières premières africaines. Une pénurie de cobalt ou de lithium, indispensables aux batteries, pourrait paralyser la filière automobile française en quelques mois. Le choc est aussi politique. Sur la scène internationale, la France perd son statut de puissance incontournable en Afrique. Lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en 2023, plusieurs chefs d'État africains refusent de rencontrer Emmanuel Macron, lui préférant Vladimir Poutine ou Xi Jinping. L'Union européenne s'inquiète. Si la France vacille, c'est tout l'équilibre du continent qui est menacé. Des voix s'élèvent à Bruxelles pour réclamer une nouvelle politique africaine, moins arrogante, plus respectueuse des souverainetés locales. À l'intérieur même de l'Hexagone, la crise s'aggrave. La dette publique dépasse les 3 000 milliards d'euros, soit plus de 100% du produit intérieur brut. Les agences de notation menacent d'abaisser la note de la France, ce qui renchérirait le coût du crédit. Le gouvernement doit trancher dans les dépenses sociales, suppression de postes d'enseignants, fermeture de maternités rurales, report de l'âge de la retraite. Les syndicats appellent à la grève générale, les « gilets jaunes » reprennent les ronds-points, les banlieues s'embrasent. La fracture sociale s'approfondit. Dans les quartiers populaires de Marseille, de Lille ou de Lyon, la pauvreté explose. File devant les restos du cœur, hausse du nombre de sans-abri, explosion des demandes d'aide alimentaire. Les associations caritatives tirent la sonnette d'alarme. Jamais, depuis la crise de 1968, la misère n'avait été aussi visible dans les rues françaises. Les économistes parlent de déclassement. La France, qui se voyait comme la mère des droits de l'homme, découvre qu'elle n'est plus à l'abri du déclassement social.
L'impact n'est pas que matériel. Le prestige international, bâti sur des siècles de domination, se délite. La France, autrefois courtisée à l'ONU, se retrouve marginalisée. Des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud réclament une réforme du Conseil de sécurité. Les médias internationaux ironisent sur l'exception française, devenue synonyme d'arrogance dépassée. Même la langue française recule. L'anglais, le mandarin, l'arabe progressent dans les écoles africaines, tandis que l'apprentissage du français stagne. Face à ce choc, la tentation du repli s'accroît. Des partis extrémistes, surfant sur la peur du déclin, appellent à la fermeture des frontières, à la préférence nationale, à la sortie de l'Union européenne. Les tensions identitaires se multiplient. Attaques contre les immigrés, montée de l'islamophobie, crispation communautaire. La cohésion nationale, déjà fragilisée par les attentats terroristes et la pandémie de Covid, vacille. Mais ce tableau sombre n'est pas une fatalité. D'autres nations, confrontées à des ruptures similaires, ont su se réinventer. L'Espagne, après la perte de son empire colonial en Amérique latine, a connu une longue période de déclin avant de renaître comme une démocratie moderne et ouverte. L'Allemagne, dévastée après la Seconde Guerre mondiale, a su reconstruire son économie sur la base de l'innovation et de l'exportation. Le Japon, ruiné après Hiroshima et Nagasaki, est devenu en moins de 30 ans la troisième puissance économique mondiale. La France peut-elle suivre le même chemin? Tout dépendra de sa capacité à reconnaître la réalité, à tirer les leçons du passé, à nouer de nouveaux partenariats avec une Afrique désormais debout. Cela suppose d'abandonner le paternalisme, de cesser de considérer le continent comme un réservoir de matières premières ou un marché captif, et d'accepter de négocier d'égal à égal. Des initiatives existent déjà. Les diasporas africaines, très présentes en France, jouent un rôle de pont entre les deux continents. À Paris, à Marseille, à Lyon, des entrepreneurs d'origine malienne, sénégalaise, ivoirienne créent des start-up, importent des produits, investissent dans l'agroalimentaire, la mode, les nouvelles technologies. Des universités lancent des programmes d'échange, des chercheurs collaborent sur les énergies renouvelables, la santé, la lutte contre le changement climatique. Mais il faut aller plus loin. La France doit reconnaître sa dette morale envers l'Afrique, comme l'a proposé l'historien Achille Mbembe. Cela passe par l'annulation des dettes odieuses contractées sous la France-Afrique, par la restitution des œuvres d'art pillées dans les musées, par le soutien au mouvement de démocratisation et de souveraineté économique. Il s'agit aussi de réformer en profondeur l'aide au développement, pour la rendre transparente, efficace et surtout respectueuse des priorités africaines. Du côté africain, la vigilance reste de mise. L'histoire a montré que chaque fois qu'un empire s'effondre, d'autres prédateurs surgissent. Après la France, la Chine investit massivement dans les infrastructures, la Russie propose ses services militaires, la Turquie développe son influence culturelle et religieuse. Pour éviter de tomber dans de nouvelles dépendances, l'Afrique doit renforcer son unité, nouer des partenariats diversifiés, protéger ses intérêts stratégiques. Des exemples inspirants existent déjà. Le Rwanda, après le génocide de 1994, a su se reconstruire en misant sur l'éducation, la santé, la technologie. L'Éthiopie, longtemps marginalisée, est devenue l'un des pôles industriels du continent grâce à une politique volontariste d'industrialisation. Le Ghana, premier pays africain à obtenir l'indépendance en 1957, a lancé en 2019 l'initiative Year of Return, qui a attiré des millions de membres de la diaspora et des investissements inédits. C'est en s'inspirant de ces exemples, en investissant dans l'éducation, la santé, l'innovation, que l'Afrique pourra transformer la rupture actuelle en renaissance durable. Pour y parvenir, il faudra lutter contre la corruption, renforcer l'état de droit, garantir la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Les sociétés civiles, les médias indépendants, les mouvements de jeunesse ont un rôle crucial à jouer pour imposer une gouvernance responsable. Pour la France, la leçon est claire. Il est temps de tourner la page de la nostalgie coloniale, d'assumer les erreurs du passé et de bâtir une relation nouvelle avec l'Afrique.
Cela suppose une révolution des mentalités, une remise en cause des privilèges, une ouverture aux réalités du XXIe siècle. L'Europe, elle aussi, doit prendre conscience que sa stabilité dépend en partie de la prospérité et de la paix en Afrique. La chute de la France serait un séisme pour toute l'Union européenne. Crise migratoire, montée des extrêmes, affaiblissement de l'euro, perte d'influence face aux grandes puissances rivales. Pour éviter ce scénario, il existe des pistes concrètes. Premièrement, investir massivement dans la transition énergétique pour réduire la dépendance aux matières premières africaines. Deuxièmement, soutenir les initiatives africaines d'intégration régionale, comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui vise à créer un marché unique de plus d'1,2 milliard de consommateurs. Troisièmement, encourager l'émergence d'une classe moyenne africaine en favorisant l'accès à l'éducation, à la santé, au crédit, à l'entrepreneuriat. Enfin, il est essentiel de repenser la mémoire collective, de réécrire l'histoire pour reconnaître la contribution des Africains à la richesse de la France. Les manuels scolaires doivent inclure l'histoire de la colonisation, de la décolonisation, des résistances africaines. Les commémorations, les musées, les films, les romans doivent donner la parole à ceux qui, trop longtemps, ont été réduits au silence. Car refuser de regarder la réalité en face, c'est condamner la France à s'enfermer dans l'illusion, à répéter les erreurs du passé, à sombrer dans le déclin. Au contraire, accepter la vérité, écouter les voix africaines, construire des partenariats équitables, c'est ouvrir la voie à un avenir partagé. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Elle dépend des choix, des volontés, des courageux qui osent briser les chaînes de la domination et inventer de nouveaux chemins. La France et l'Afrique, liées par des siècles d'histoire commune, ont devant elles la possibilité de transformer la rupture en renaissance. Et si, dans 20 ans, la France devenait la nation la plus pauvre d'Europe? Cette question n'est plus une simple provocation. C'est un avertissement. Mais c'est aussi une invitation à agir, à repenser nos relations, à bâtir un avenir où la dignité et la justice remplacent la prédation et l'injustice. La prophétie de Lumumba peut devenir un nouveau départ. À chacun de choisir de quel côté de l'histoire il veut se tenir.